Bonsoir. Je suis un peu ému pour vous parler pour la première fois sur Zoom, mais j'ai aussi une grande faculté de me familiariser très rapidement. Merci d'être nombreux sur Zoom et ce soir, c'est Anne Pinjot, que certains d'entre vous ont déjà vue à la banque, conservatrice générale honoraire du musée d'Orsay, qui va nous parler de Gauguin. Comme vous le savez, j'aime pas parler longuement et je laisserai Anne Pinjot avec sa force et sa verve de vous parler de ce grand personnage, peintre, sculpteur, qui a fait des centaines de choses. Je tenais également, et ça pour la première fois, à remercier la librairie du Louvre, avec qui nous travaillons d'une manière constante, Camille et moi, pour que la responsable des Beaux-Arts, qui est Marie-Françoise Richard, puisse préparer ces feuilles que vous avez sur vos chaises, que vous emportez et qui sont vraiment le reflet important du travail que Marie-Françoise, avec tous ses collaborateurs, puisse préparer les dossiers, comme ce soir pour la conférence d'Anne Pinjot. Voilà les deux points que je tenais à souligner et à marquer pour notre première intervention sur Zoom. Merci pour votre fidélité. Merci à vous, Anne Pinjot, d'être toujours prête, entre guillemets, je le dis d'une manière simple. Je dis avec ce sourire que j'ai en général pour vous remercier d'avoir traduit pour nos auditeurs le travail en français que vous venez de faire, qui est je pense, un long travail, mais comme vous le savez, je suis français et j'aime utiliser, comme par exemple le mauvais ting que je ne supporte pas et qui est quelque chose qui me gêne et que je traduis d'une manière très simple en français, commission d'admission des objets pour la Biennale. Voilà ce que je tenais à vous dire. Merci, chers auditeurs. Merci, Anne Pinjot. Merci, Camille. C'est à vous. En 2017, une exposition venue de Chicago s'ouvre au Grand Palais. Le titre, c'est Gauguin alchimiste. Alors, alchimiste, ça renvoie plutôt au Moyen-Âge. Et là, je vais vous proposer de donner à Gauguin l'invention d'un genre que Marcel Duchamp a appelé le ready-made. C'est le créateur du concept qui illustre ses trois œuvres fameuses, La roue de bicyclette de 1913, Le porte-bouteille de 1914 et La Fontaine entre 13 et 17. Alors, est-ce que Marcel Duchamp serait devancé de plus d'un quart de siècle? Le premier pas chez Gauguin passe par les assemblages. En 1882,
à la 7e exposition dite impressionniste, il expose le portrait de son fils Clovis, qui a 3 ans. Sur un ancien buste en noyer de récupération, il pose la tête, modelée en cire. Il taille, vous le voyez, le prénom de Clovis en haut de la chemise et il fait le lien par la couleur entre les deux parties. Degas a-t-il devancé Gauguin en assemblage avec la petite danseuse de 14 ans, promise en 1881 au salon dit impressionniste, mais exposée en 81 seulement. Sur la cire offerte par Paul Mellon à la National Gallery de Washington se distingue la trame du corselet avec les boutons à demi engagés. Plus tard, Degas complète la femme lavant sa jambe gauche avec un pot en céramique vernissé vert dont la couleur bouleverse la composition de l'original en cire rouge et brune de la National Gallery de Washington. Dans le cas de Degas, les éléments rapportés comptent moins que l'œuvre principale. Changeons d'échelle. Cette photographie rassemble des œuvres de Gauguin recueillies par son ami le peintre Emil Schufenecker. Alors, l'ouvrage fondamental sur la sculpture de Gauguin, c'est celui de Christopher Gray, qui date de 1963 et qu'il reproduit en partie cette photographie qu'il attribue à Vizavona. Mais en 2017, Anne Cook, de la médiathèque de l'architecture et du patrimoine, identifie le véritable auteur, qui est Eugène Drouet. Et elle découvre même la date de prise de vue, le 5 février 1907. Christopher Gray, donc voici sa notice, 2 idoles, la localisation actuelle est inconnue. Il pense qu'il s'agit d'œuvres africaines plutôt qu'océaniennes. Il trouve la forme et le traitement faibles pour les attribuer à son sculpteur. Sa suggestion, Gauguin a dû les acheter plutôt que de les fabriquer. Mais ce choix, l'achat, indique qu'il a été le premier à apprécier la sculpture africaine, ce que confirme Goldwater en 1971. Donc, discernement de Gauguin 15 ans avant Vlaminck. En 1973, pour son exposition au musée Rodin, Sculpture de peintre, dont voici la couverture du catalogue, Cécile Goldscheder, qui était la directrice d'alors, expose 2 sculptures de Gauguin prêtées par l'intermédiaire du commissaire-priseur Guy Lutzmer. Shiva debout, bas-relief en bois, c'est encore toujours le catalogue de Gray que je vous montre, et Gray raconte que rien ne suggère Gauguin, qui ne connaît l'œuvre que par photographie, à l'exception de la signature PGO, que vous voyez là. Gray pense que l'ouverture du musée Guimet en 1889 a pu être une source d'inspiration. Alors, je remercie le musée Rodin de m'avoir ouvert ses archives. C'était Catherine Chevillot qui était alors directrice, Hélène Pinet et Sandra Bougeot. Et ce relief est assuré pour 50 000 francs, en étant francs, en 1973. Il faut noter que sur la même feuille de près, une épreuve en bronze de Renoir, qui est une édition posthume d'un modelage de Guinaud, d'après un tableau de Renoir fondu par Rudier, est assurée pour 120 000 francs. Alors on est en 1973. C'est bien intéressant de voir le chemin parcouru sur la notion d'originalité de l'œuvre. Quant à l'idole, alors voici ce fameux Renoir. Ça, c'est Renoir entre guillemets.
Quant à l'idole, c'est le numéro 82, il y a d'ailleurs une erreur d'appel de figure. Eh bien, cette statuette en bois, c'est petit, hein, qui mesure 21 cm de haut, signée sur la base PGO, donc cette ancienne collection de Émile Schuffenecker, est assurée pour 25 000 francs. Là, nous avons la feuille de prêt d'assurance. Marche arrière. En 2003, Jean-Louis Paudra, le grand spécialiste de l'art africain, révèle: Gauguin s'approprie ce qui se révèle un art de foire. La grande statuette est taillée dans un bois de chêne. C'est l'analyse du professeur Didier Normand. Il s'agit donc d'une fabrication européenne. Et il propose dans son chapitre présence africaine dans les ateliers d'artistes que des sculpteurs venus de la colonie du Gabon-Congo les aient taillés à Paris pour les vendre au village du Luango, reconstitué sur l'esplanade des Invalides pendant l'exposition universelle de 1889, donc pas loin du café Volpi. Alors, en visitant aux Archives nationales Exotique Exposition, les expositions universelles et les cultures extra-européennes organisées par Christiane Demeulener-Daulière en 2010, je suis tombée sur cette photo, justement, de cases des sculpteurs du village gabonais Congo de l'exposition universelle de 89. Pour Jean-Louis Paudra, la présence de ces deux statuettes dans l'environnement créatif de Gauguin anticipe cette longue familiarité qu'entretiendront quelques-uns des artistes majeurs du XXe siècle avec des formes auxquelles ils accorderont leur confiance en ce qu'elles leur semblaient procéder de démarches analogues aux leurs. Oh, pardon, j'avais le texte, c'était quand même plus agréable pour vous de le lire. En mémoire de Daniel Arras, qui en avait eu l'initiative et l'idée, et qui venait de mourir à 58 ans en 2003, Marcel Lista organise au Louvre en 2004 le colloque de Main de maître, l'artiste et le faux. Yves Le Fur, alors futur directeur du département du patrimoine des collections du futur musée du Quai Branly, y fait une communication décisive. Fausse catégorie, vraie œuvre d'art au regard des arts non occidentaux. Et il lance un point de vue sensationnel. L'authenticité est donnée par l'usage. Il illustre son propos notamment par ces deux statuettes, en citant Jean-Louis Paudra qui précisait: Gauguin ajoute à l'une un ombilic en acre et à l'autre des yeux de poupée et des rehauts de couleur. Et il signe les deux. Jouvence sauvage recherchée avec des prolégomènes faux, ajoute Yves Le Fur. Poursuivant sa quête, son exposition de 2006 au musée du Quai Branly porte le titre D'un regard l'autre, histoire des regards européens sur l'Afrique, l'Amérique et l'Océanie. Dans son chapitre Le premier primitif Paul Gauguin, il présente la petite statuette qu'il a retrouvée à Hong Kong. Une seconde exposition accompagnée d'un regard l'autre, avec des textes de Christine Barthes et de Quentin Bajac. Elle était consacrée à la photographie au XIXe siècle et commençait par cet exergue d'Yves Le Fur. Ces photographies nous restituent ce que l'art désire du réel. Alors, ces exemples sont-ils suffisants pour faire de Gauguin l'inventeur d'un type de ready-made? Lors de son dernier séjour en Océanie, Paul Gauguin découvre un objet qu'il fait sien, mais cette fois-ci sans imposer sa marque.
puisqu'il ne s'en empare peut-être pas, sinon à travers la photographie. Près d'un siècle s'écoule entre la disparition de l'objet en question et sa réapparition en 1993 chez le marchand Wildenstein. Nous n'avons pu éclairer son cheminement durant tout ce temps, même avec l'aide de Lise Desmas, conservatrice des sculptures du Getty, et de Laure de Margerie, directrice du répertoire de sculptures françaises qu'elle a créé aux États-Unis. Alors, comment Gauguin a-t-il rencontré cette image? À son retour définitif en Océanie, en 1895, Gauguin devient l'ami de Jules Agostini. Alors, Jules Agostini, que vous voyez là, est un Corse, chef de service des travaux publics des établissements français d'Océanie. Il est conducteur des ponts et chaussées et il est en poste en Océanie de 1894 à 98. Un célibataire, sans fortune, ça c'est son dossier qui nous dit ça, très bonne santé, susceptible et ombrageux, zélé, actif, tenue excellente, même très élégant, il serait disposé à s'immiscer dans la politique locale, ça plaît moins. Ne paraît pas avoir été apprécié de tout point par le résident supérieur au Cambodge, probablement à raison de cette tendance. Donc ça, c'est dans son dossier que j'ai pu consulter aux archives nationales. C'est un fonctionnaire sorti du rang, il a donc vécu en Nouvelle-Calédonie, il connaît les Nouvelles-Hébrides, le Cambodge, et c'est un photographe expérimenté. Un observateur de la beauté du pays et de la vie quotidienne. Alors en Polynésie, il a joué des rôles inattendus, comme substitut par intérim du procureur de la République ou d'inspecteur des écoles, d'où ses vues de groupe des écoles primaires, catholiques et protestantes, pas un sourire sur ses faces graves. Son œil semble prendre le parti des autochtones, comme Paul Gauguin et Victor Ségalen, à l'inverse de ses écrits. Dans ces légendes, Agostini relève les noms et les dates. Alors d'abord, il est parti le 13 octobre 1894 de France. Il traverse l'Atlantique, il arrive à New York, il va admirer la liberté de Bartholdi, il traverse les États-Unis en train, il arrive à San Francisco et de là, il part pour Tahiti. Pour le centenaire de la mort de Gauguin en 2003, Françoise Elbrun décrivait la tête à cornes, donc ce qui va être notre sujet, comme un curios, une statue en bois destinée aux touristes qui se trouvaient sur place lors de l'escale aux îles Marquises. Alors, qu'est-ce que c'est qu'un curios baleinier? Eh bien, alors oui, donc notre sujet, c'est cette tête à cornes que vous voyez là, qui est collée dans cet album très important que vient d'acquérir le musée du Quai Branly. Alors, qu'est-ce que c'est qu'un curios baleinier? Eh bien, depuis le 19e, les navires baleiniers sillonnant le Pacifique relâchent aux îles pour reposer l'équipage, se charger de vivres et d'eau, et les marins en profitent pour faire du troc. Fabrice Fourmanoir, un habitant d'Huaïné, l'une des îles sous le vent, rappela auprès des commissaires françaises son enquête à propos de cet objet. Et pour lui, cette tête à cornes, donc que nous voyons là, aurait été photographiée à la demande de Gauguin chez un colon aux îles sous le vent, et le colon que vous voyez à droite de la photo. Eh bien, la date de 1894, qui est ici sous la légende, si on peut l'attribuer aux deux photographies, eh bien c'est impossible, parce que Gauguin a quitté l'Océanie en juin 1893 et il n'y est revenu qu'en le 9 septembre 1895. Dans ce cas-là, Agostini a pu opérer seul.
Mais quand Gauguin va-t-il découvrir les clichés de la tête à cornes? Fin 1895, Agostini et Gauguin s'embarquent avec le commissaire général de la République, M. Chessé, l'ancien gouverneur et délégué de Tahiti au Conseil supérieur des colonies, parti pacifier, c'est-à-dire annexer, les îles sous le vent. Et il y a aussi dans tous les passagers un autre photographe qui s'appelle Henri Lemasson, qui était chef du service des postes à Tahiti. Et c'est Henri Lemasson qui a pris le 2 juin 1898 le célèbre cliché du tableau « D'où venons-nous? Que sommes-nous? Où allons-nous ?» dans la case de Gauguin. Alors, durant ce voyage qu'Agostini a montré à Gauguin ses photographies et qui lui a remis les 2 épreuves que Gauguin allait coller dans Noa Noa. Alors, nous arrivons au cœur du sujet. Noa Noa, c'est ce cahier qu'il va écrire et dédier à sa fille Aline et qu'il va illustrer. Et vous voyez, sur une des pages, il va coller les 2 photographies d'Agostini. La tête est tirée d'un gros bloc de bois de santal et pour M. Fourmanoir, le santal a quasiment disparu à l'époque de Gauguin en Polynésie. Et il souligne que l'achat d'une pièce importée aurait coûté une fortune. Et qu'elle s'inspirerait plutôt d'une idole totémique de la côte nord-américaine. Il suggère que Gauguin n'avait pas eu l'œuvre en main, car il l'aurait reproduite avec plus de liberté en l'introduisant dans ses dessins et ses gravures. Alors c'est une très fine remarque qu'avait déjà fait la Danoise Merete Bodelsen. Alors, parce que non seulement il colle ses photos dans Noa Noa, mais il va se servir de cette tête pour des dessins comme celui-ci que vous voyez sur une des célèbres planches contact d'Eugène Druet. Là, la tête à cornes figure de face, mais nous la voyons aussi sur celle-là de 3/4, le 3/4 inversé par rapport à la photographie. On s'intéresse au petit numéro 29-21. Le 30-40, c'est un format où sont conservés les négatifs et les archives Druet-Vizavona à la médiathèque de l'architecture et du patrimoine déjà nommée. Et là, je remercie Mathilde Falguière et Anne Cook de leur accueil au Fort Saint-Cyr à Saint-Quentin en Yvelines, où se trouve ce fonds, et aussi les petits carnets. Et dans les petits carnets de Druet, nous recherchons le numéro 29-21, seule inscription Gauguin dessin, qui est extrêmement frustrant puisqu'il était si facile de noter la date et le lieu. Alors Fabrice Fourmanoir continue en disant « La tête est posée sur un socle en bois de lacewood, un bois de dentelle, qui est un arbre absent de Polynésie. Il pourrait provenir d'Australie ou de Nouvelle-Guinée. Et Gauguin n'a jamais soclé une sculpture. Et ce socle est très moche, ajoute-t-il. Quant à l'iconographie, aucune divinité du panthéon polynésien n'a de cornes, puisque ce sont les Européens qui ont introduit les bovins dans les îles. Ah mais halte là, monsieur Fourmanoir. Et le tiki exposé au Grand Palais n'a-t-il pas de cornes? Et l'hypothèse de Karl von den Steinen sur les îles Marquises, cette coiffure avec 2 cornes reproduits. Et rappelons que les cornes du père Paillard datent du XXe siècle. Merete Bodelsen, donc cette historiographe danoise, après avoir évoqué les masques à cornes japonais, associe la tête, toujours sur photographie, parce que Merete Bodelsen est morte avant que cette tête ne ressurgisse. Et donc elle le compare à un taureau à face humaine, tel Achilleus,
combattue par Hercule dans la mythologie grecque. Elle reproduit dans son article du Burlington de 1967 cette terre cuite du Louvre qui sert de flacon à parfum au visage souriant et cornu de taureau. En 1898, Jules Agostini quitte la Polynésie avec ses photographies. Et donc, je vous l'ai dit, par chance, le musée du Quai Branly, Jacques Chirac, a pu acheter en 2015 un des 2 albums. Et l'année suivante, Agostini publie chez Plomb l'Océanie française. Les îles sous le vent, c'est un volume de la bibliothèque illustrée des voyages autour du monde par terre et par mer. Et qu'est-ce qu'il va reproduire en cul de lampe? Eh bien, cette fameuse tête à cornes. Le graveur suit fidèlement la photographie, même pose axiale, même lumière, aux mêmes endroits. Et en 1905, dans un nouveau livre, Tahiti, édité chez André, eh bien, il reproduit également cette tête. Alors, nous arrivons en 2002. En 2002, grande exposition au Metropolitan Museum de New York, et Gilles Arthur, conservateur du musée Gauguin de Tahiti, y découvre la tête cornue, présentée comme un Gauguin. Il dénonce le curios acheté à Raiatea. Il n'avait donc pas eu connaissance de l'exposition qui avait eu lieu 5 ans plus tôt à la Fondation Magde à Saint-Paul-de-Vence, la sculpture de peintre. La tête à cornes occupe la couverture du catalogue et le carton d'invitation. Il n'avait pas vu non plus, l'année suivante, l'exposition de la Fondation Gianada à Martigny, où Ronald Picvance, dans la notice du catalogue, affirme qu'il s'agit d'un autoportrait de Gauguin. Et Picvance s'insurge à propos du cul de lampe d'Agostini. Aucune mention de Gauguin comme l'auteur, annexion culturelle. Cette sculpture représente certainement Gauguin en personne. On retrouve sans doute possible les traits de l'artiste. Annexion culturelle. La boucle est bouclée. Muni de tant de preuves, le Paul Getty Museum de Los Angeles achète la tête à cornes le 31 mai 2002, comme l'annonce Apollo en décembre. L'année suivante, en 2003, pour le centenaire de la mort de Gauguin, une exposition Gauguin, Tahiti, l'atelier des tropiques est organisée par les musées de Boston et d'Orsay. Et la légende d'Isabelle Kahn du fameux folio de Noah est sans appel. 2 photographies, ah non, où est-ce que je suis? Ah bah, elle me manque. 2 photographies d'un curios, statue de production locale représentant un nio polynésien, tête de dieu cornu, acheté par Gauguin à Raiatea. Et donc, cette œuvre n'a pas été empruntée pour cette exposition du centenaire de la mort. Mais on peut se demander si non seulement Gauguin ne l'a pas acheté, mais s'il ne l'a jamais vu en vrai. Le Getty, inquiet de n'avoir peut-être pas acheté une œuvre de Gauguin au prix d'un Gauguin, nous le supposons, envoie Anne Iverson enquêter en France. 10 ans plus tard, la démonstration de Gilles Arthur, de Fabrice Fourmanoir, du musée d'Orsay ne semble pas avoir convaincu tout le monde. Ni Charles Stockey à Rome en 2007, ni Simone Menegoi en 2015 à Milan, ni de nouveau à New York, mais cette fois-ci au MoMA, dans un catalogue de 2014, Gauguin les métamorphoses. La tête cornue occupe en couleur
et en pleine page, la page de garde. Page suivie des gravures où elle figure. Création fantastique de l'artiste, en partie dérivée de la mythologie polynésienne et parfois considérée comme un bestial autoportrait dans lequel Gauguin se représentait lui-même comme le sauvage qu'il pensait être. Alors, est-ce qu'on peut conjuguer ces affirmations contradictoires? Pour nous, la tête à cornes n'a pas été sculptée par Gauguin, puisque nous la pensons photographiée par Agostini avant le retour d'Europe de Gauguin. Si l'œuvre pouvait être attribuée à Gauguin, Agostini n'aurait pas manqué de le faire savoir. En publiant la photographie de la case de Gauguin à Punaauia, il vantait son amour qu'il partageait, pour la nature prodigue de cette île inoubliable, en décrivant sa rencontre. Tout à côté, près du rivage, une statue et des chimères sculptées sur bois précèdent une case au toit de chaume où, nouveau Robinson, un artiste est venu chercher le repos. Monsieur Paul Gauguin, le peintre impressionniste bien connu, a fui pour la seconde fois la sentine parisienne pour se réfugier au sein de la primitive nature. Le costume du reclus est de la plus sobre simplicité. Un tricot avec un paréo qui bataille le couvre jusqu'à la cheville, c'est tout. Les murs du petit salon et de l'atelier sont tapissés de toiles qui n'ont rien de classique, rien de convenu, où le maître paraît avoir enfermé, sans en omettre un seul détail, toutes les beautés qu'une nature prodigue a semées sous le ciel radieux de cette île inoubliable. L'ermite aime passionnément son coin de terre. Il y a fixé sa vie et compte y jouir, à la fin de sa carrière, du repos éternel. Gauguin dénigrait les techniques de reproduction. Savez-vous ce qui sera le comble de la vérité bientôt? C'est la photographie, quand elle rendra les couleurs, ce qui ne tardera pas. Et vous voudriez qu'un homme intelligent sua pendant des mois pour donner l'illusion de faire aussi bien qu'une ingénieuse petite machine? En sculpture, c'est la même chose. On arrive à faire des moulages parfaits sur nature. Un mouleur adroit vous fera comme ça une statue de Falguière quand vous le voudrez. Cette reproduction, issue de la machine, peut en revanche devenir une œuvre si l'artiste s'en empare et lui assigne une place dans sa création, s'il l'utilise comme un matériau de base. Ce choix que fit Gauguin des deux photographies d'Agostini fut un acte créateur, puisqu'il se les appropria. Il les fit siennes pour composer le folio 30 de Noa Noa. Et ayant absorbé ces formes, il les dessina dans les monotypes, il les grava sur bois, révélant l'importance considérable qu'il attachait à cette tête. Dans l'échelle de l'appropriation créatrice, il n'y eut pas de limite pour Gauguin. Nous l'avons vu dès le début avec les statuettes africaines. En 1895, il déclarait « En art, il n'y a que révolutionnaire ou plagiaire. N'est-ce pas une révolution que de s'emparer des créations d'autrui pour les faire siennes des années avant Marcel Duchamp ?» Et il affirme à Emmanuel Bibesco « Je sens qu'en art, j'ai raison. » Cette nature d'ogre fut aussi celle de Picasso, qui n'avait pas davantage de limites quand il lançait en 1926 sa célèbre formule « Je ne cherche pas, je trouve ». En 1937, une justification vint du côté d'André Breton, proclamant dans l'amour fou « La trouvaille seule a le pouvoir d'agrandir l'univers ». La trouvaille a des capacités de recel extraordinaires, proportionnées aux besoins innombrables de l'esprit. La tête à cornes, répondant aux besoins
innombrable de l'esprit de Gauguin devient son œuvre, qu'importe qu'il n'en soit pas le premier auteur. Et remercions Agostini d'avoir été son intercesseur. Je vous remercie. Vous avez un message de félicitations de Véronique Gérard-Poel qui vous remercie pour cette conférence passionnante. C'est très gentil. Et moi, je la salue. Elle me délaisse, ça me fait très plaisir de la voir. Je suis très touchée qu'elle soit là. L'avantage de la conférence via Zoom permet que des gens fort lointains puissent être présents. Alors, je peux vous montrer, c'était les Archives nationales, le dossier d'Agostini. C'est surtout ça qui était nouveau pour l'article, pour le journal de recherche du Getty. C'est parce que ce dossier n'avait pas été exploité avant. Fort intéressant. Justement, c'est ça qui est tout à fait étonnant, puisqu'il considère l'art africain assez important pour ses nouveautés de forme, pour y inscrire son nom. C'est quand même extraordinaire de signer les statuettes africaines qu'il a achetées à l'exposition universelle de 89. C'est tout à fait extraordinaire. Il est précurseur en tout. Je n'arrive pas à envoyer le message écrit. J'aurais une question. D'abord, je voudrais remercier Madame Pinchot de sa très belle communication. Et je voulais savoir si, sur la première statuette que vous avez montrée, l'autre petite statuette africaine, sur laquelle Gauguin a ajouté des yeux, s'il y avait un lien entre ces yeux et les moailles de l'île de Pâques. Ah, ça serait fort intéressant, ça. Mais à l'époque, il n'avait pas encore quitté la France. Hein. Quand il a rajouté les yeux, il n'était pas encore allé en Océanie. Mais est-ce qu'il connaissait les statues? Est-ce qu'il connaissait déjà les yeux des moailles? Qu'est-ce qu'il pouvait connaître? Oui, comme vous connaissez, qu'est-ce qu'il pouvait connaître en France? Oui. Qu'est-ce qui était arrivé? Qu'est-ce qu'on pouvait savoir? Donc, il faudrait demander au musée du Quai Branly, Jacques Chirac, parce que ça, c'est pas du tout mon domaine. Mais qu'est-ce qu'on pouvait savoir à l'époque de cela? Mais c'est intéressant, hein, vous devriez faire la recherche. Merci. Mais oui, on avance comme ça. Ben oui, je sais bien. En tout cas, on a appris des tas de choses. Merci beaucoup. Merci. Du coup, est-ce que vous avez pu, Madame Pinchot, aller sur les traces de Gauguin, en fait, pour voir comment la jeunesse de l'œuvre, en fait, à Tahiti, en fait? Non, je ne suis jamais allée. Non. D'accord. Ah, prochain voyage alors, j'espère. Et vous? Non, mais j'ai beaucoup d'échos de personnes qui voulaient vivre là-bas et qui sont allées sur place. Et c'est vrai je pense qu'il y a vraiment une proximité avec la nature qui est réelle et qu'on voit dans l'œuvre de Gauguin, quoi, en fait. Mais Claire Fraîche, qui était commissaire de l'exposition pour le centenaire de la mort, elle est allée, elle dit que le ciel était toujours gris là-bas. Alors les personnes qui sont allées n'ont pas parlé les échos très proches. Je pense que c'est comme dans toutes les îles, souvent il est assez gris, il fait chaud mais il est gris. Mais par contre c'est l'omniprésence de la nature et de la mer qui les a vraiment frappés. Et c'est vraiment la nature luxuriante et voilà, du coup, et les œuvres primitives aussi, quoi. Donc, mais voilà. J'espère que ça sera un prochain voyage quand on pourra les faire. Ah, espérons. Juste une question, madame. Merci de votre intervention. En fait, Gauguin, il était aux îles Marquises, non? Il n'était pas à Tahiti? Le premier voyage, il était à Tahiti. Et oui, il est revenu en France. D'ailleurs, c'est assez émouvant parce que quand il va rentrer, quand il va repartir, donc il rentre en France. En France, il essaye. Il y a une exposition, il y a une grande vente, mais ça ne marche pas comme il l'espérait. Et donc, il repart définitivement. Et après, de Tahiti, il va aller aux Marquises, beaucoup plus loin, hein, pour chercher c'est beaucoup plus loin. plus primitif, quelque chose
intact, loin de la civilisation, c'était malheureusement un leurre, hein, parce que tout avait déjà été très, très abîmé par nous, les Européens. Et, et il va mourir là-bas, aux Marquises. Oui, oui, moi j'ai vu sa tombe aux Marquises. Ah bah, c'est bien. Donc vous avez fait le voyage. Alors est-ce que le ciel est toujours gris? Question. C'est très, très pluvieux et la nature est extrêmement verdoyante. C'est extraordinaire. Les plages sont grises, donc sont des plages volcaniques. Donc vous avez une opposition d'une nature flamboyante, mais c'est absolument faramineux comme paysage. Et vous avez des coqs et des chevaux en liberté, donc à l'état sauvage, un paysage absolument fabuleux. Et j'ai reconnu effectivement le style de statue que les locaux vendent aux touristes. Cette statue-là que vous avez montrée, c'est tout à fait ce qui est encore fabriqué par les locaux aux îles Marquises. Hein. Mais c'est loin, hein, Tahiti, c'est au moins 1000 km. Hein, c'est très très loin. Moi, je me souviens, on avait fait un séjour là-bas, mais c'est fabuleux. Hein, fabuleux. Et là, Victor Ségalen, le grand écrivain qui était marin, un médecin de la marine, malheureusement, il est arrivé aux Marquises 3 mois après la mort de Gauguin. Mais il a eu l'idée admirable de prendre des œuvres, de les rapporter en France. Et tous les carnets, tous les écrits, enfin sans Ségalen, je ne sais pas ce qu'on aurait pu récupérer. Oui, parce qu'on n'imagine pas le degré, enfin, d'éloignement des Marquises. C'est extrêmement loin, il faut 1000 km. Donc, à l'époque, ça devait prendre un certain temps et demander des sacrées précautions pour faire voyager effectivement des manuscrits ou des œuvres. Oui. En tous les cas, merci, madame, de cette belle intervention. Merci beaucoup. D'accepter de faire cette conférence et surtout de l'intelligence de cette conférence qui a traité d'un sujet que personne de nous ne connaissait et d'une façon fabuleuse, comme toujours. Et dites merci à Madame Pinjot et dites-lui que je l'embrasse. Ah ben vous êtes vraiment, moi ça me fait plaisir de vous voir, mais vous êtes vraiment très généreuse dans vos compliments. Parce que la chose qu'on n'a pas trouvée, qu'on voudrait trouver, c'est quel est le parcours de cette tête depuis 1894, quand elle est photographiée, jusqu'en 1993, quand elle ressort. Qu'est-ce qu'elle est devenue pendant 100 ans? Et ça, si vous qui avez un grand réseau, si vous arrivez à trouver... Je n'ai pas de réseau pour ça. C'est la chose bien. Elle est arrivée chez Wittgenstein. Hein. Voilà, qui n'a jamais voulu dire comment. Et qui l'a vendu à qui? Eh bien, qui l'a vendu au Getty. D'accord, directement. Je ne sais pas s'il y avait eu un intermédiaire. Non, il l'a vendu au Getty. Et c'est le grand problème. Alors, les trustees du Getty, ils ont accepté, parce que Anne-Lise Desmas, qui est conservateur là-bas, a fini par leur démontrer que ça ne pouvait pas être de Gauguin. Mais comme ce sont des musées privés aux États-Unis, dégommer une œuvre, c'est terrible, parce que ça fait perdre beaucoup, beaucoup d'argent. Et ils ont accepté. Mais finalement, ce que je trouve très intéressant, c'est de penser que c'est peut-être que Gauguin, c'est certain que ce n'est pas Gauguin qui l'a taillé, mais il s'en est emparé. Et d'une certaine façon, c'est pour ça que la conférence, c'était le ready-made, c'est-à-dire il s'empare d'une chose. Donc d'une certaine façon, c'est le pari. On continue la quête. La vie de cette œuvre pendant 100 ans intéresse beaucoup de gens. Bien sûr. Merci infiniment.